Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du transfert de Pascal Siakam à Indiana et de ce que son départ signifie pour les Raptors. On va également parler des Hawks et du Jazz. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors t'as vu ça, les Hawks, le Jazz, on est parti pour faire de l'audimat. Là j'ai visé une grosse audience. Ouais, c'est pour faire plaisir à Adam Silver, je vois. Ah non, mais là j'ai choisi les deux équipes les plus populaires de la NBA. N'en déplaise aux auditeurs, on va parler de ces deux équipes. Mais avant, on va parler bien évidemment de Siakam qui a été transféré à Indiana. Je voulais quand même avoir un petit mot avant de commencer ce podcast par rapport au décès de Dejan Milošević, assistant coach aux Warriors, également proche de Nikola Jokic au début de sa carrière en Europe, en Serbie. Il avait 46 ans, il a eu une crise cardiaque lors d'un dîner avec le staff. Le match des Warriors face à Utah a été annulé l'année dernière. Le prochain match face à Dallas ce vendredi l'est également. Voilà, petite pensée à ses proches dans cette épreuve et à tous ceux qui l'appréciaient, qui le côtoyaient. Et voilà, cette décision de repousser les matchs montre qu'il y a sûrement un impact dans la franchise des Warriors, ce qui se comprend tout à fait. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Charlie, je te propose également d'accueillir un invité surprise, car tu ne seras pas seul avec moi pour parler de Pascal Siakam. Ça me rassure. Ah oui. Et j'aimerais que toi et moi on fasse un tonnerre d'applaudissements. Non, je déconne. J'aimerais qu'on accueille Florent, bonjour. J'adore cette entrée à la Jacques Martin. Non mais tu sais, je crois que je vais essayer de voir si je peux pas rajouter des applaudissements en fait quand tu débarques. Sitcom. Ouais, tu sais que les Je vieilles, vais prendre le boulard. Hein. les anciennes émissions de radio où ils mettaient des bruitages dans tous les sens. Les réenregistrés à la Hélène et les garçons. T'avais l'impression que c'était... Alors j'arrive dans la cafette. Alors, les copains. Je vais vous faire une petite intro et après on va parler de tout ça. Pascal Siakam à Indiana. Pascal Siakam, c'était le dernier joueur de l'équipe championne en 2019 avec les Raptors. On peut me dire, ouais, mais attends, Josh, il y avait Chris Boucher qui était là aussi. Ouais, mais Chris Boucher, il a joué 4 minutes dans les playoffs. Donc, j'ai décrété que ça ne comptait pas. Voilà. Pascal Siakam, avec un second tour de draft, a été transféré aux Pacers en échange de Bruce Brown, Jordan Nwora, Kyra Lewis Jr., en provenance des Pelicans, qui se sont greffés dans ce transfert pour se débarrasser de son salaire. Il faut des grosses économies grâce à ça. Et 3 futurs premiers pics de draft, 2 en 2024. Alors, il y a plein de subtilités dans d'où ils vont venir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et 1 de 2026 qui, lui, appartient pour le coup à Indiana. Indiana vient de récupérer un joueur All-Star, expérimenté pour évoluer aux côtés de Tyrese Haliburton. Sur le papier, on a l'impression que le match est parfait entre les deux. Charles et Florent, j'aimerais avoir votre première réaction globale, générale, sur cet échange. Charles, à toi de commencer. Bah moi, je suis très content. Avant ce trade, Indiana, c'était déjà une de mes équipes coup de cœur. Là, c'est certainement pas parti pour changer. On va revenir après, je pense, sur la contrepartie. Je sais que certains trouvent que c'est cher payé pour un contrat expirant. Moi, je pense que c'est normal, que c'est logique, surtout dans la position d'Indiana. Donc, non, très, très content, moi. Flo ? Également, c'est une équipe sexy, les Pacers. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et je trouve qu'ils sont encore plus sexy. C'était surprenant de leur part. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça dès cette saison, un petit coup pour pousser. Mais quand il y a une occasion à prendre, faut pas hésiter. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Les Raptors, comme tu l'as dit, c'est une page qui se tourne. Ouais, complètement. Effectivement, Indiana, ils ont saisi une opportunité et on va en parler tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle un petit peu du point de vue de chaque équipe et j'aimerais commencer par les Raptors parce qu'on a eu le transfert de OG Anunoby plus tôt dans la saison. Je pense que là, clairement, Masai Ujiri, il est dans sa stratégie en train d'empiler les assets. Il a tracé une ligne claire en transférant ces deux joueurs-là, Anunoby et Pascal Siakam. C'est de dire Scottie Barnes est aujourd'hui le franchise player des Raptors, clair, net et précis, et tout sera désormais bâti autour de lui. L'arrivée d'Emmanuel Quickley, Jay Barrett a été positive, du moins au début. Là, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives avant leur victoire face au Heat dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils récupèrent Bruce Brown. Bruce Brown, alors qu'il a un contrat assez particulier, parce qu'il a une option d'équipe à 23 millions la saison prochaine,
qu'ils peuvent activer, ce qui leur donnera un contrat expirant à échanger la saison prochaine, ou ils peuvent le décliner et libérer ainsi du salary cap pour cet été. Jordan Nwora, contrat expirant, Kyra Lewis Jr. en provenance des Pelicans qui se sont greffés donc dans cet échange. Il y a des pics de draft pour le coup, contrairement à l'échange avec New York où on avait souligné le fait que justement il n'y avait pas de pics. Donc j'ai l'impression que ces pics, Masai Ujiri va pouvoir les réutiliser éventuellement, soit dans un transfert. Il va pouvoir également éventuellement rediriger Bruce Brown avant la date limite des transferts. Ça c'est tout à fait possible pour lui. J'ai envie de croire que du côté des Raptors, rien n'est terminé après ce transfert. Jusqu'à la date limite des transferts, j'ai l'impression que tout est possible. Mais j'aime ce que fait cette équipe pour le moment. Charlie, qu'est-ce que tu en penses des Raptors ? Alors oui, enfin je comprends que tu aimes. Ils sont clairement dans un processus. On peut parler de reconstruction. Vous l'avez dit plus tôt, c'est une vraie page qui se tourne. Siakam, ça a été un des personnages centraux de la franchise ces dernières années. Quand il a fallu tourner la page, Laurie DeRozan, heureusement qu'il était là. Il a connu une progression remarquable sous ce maillot. Quand on le voyait sur ses 2 premières saisons NBA, je suis pas sûr que beaucoup de fans auraient misé sur le fait qu'il deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un All-Star respecté, capable de tourner à plus de 20 points de moyenne sur une maison, Most Improved Player en 2019, All-NBA Team 2 ou 3 fois, je crois. Bon, c'est vraiment une page importante qui se tourne pour la franchise, mais c'est compréhensible qu'ils fassent ça. Et effectivement, tu l'as dit, aujourd'hui, ils ont toutes les cartes en main pour continuer ce processus de reconstruction dans les mois, voire les années qui viennent. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, probablement autour de Scottie Barnes, on s'en doute. Bon, moi, j'attends d'en savoir plus, j'attends d'en voir plus. J'ai évidemment toute confiance en Masai Ujiri pour tirer son épingle du jeu, parce qu'on sait que il est remarquable, il excelle dans ce qu'il fait. Il avait été critiqué pour ne pas avoir récupéré quoi que ce soit pour Fred VanVleet, qui a signé en tant qu'agent libre à Houston cet été. Et alors, je dis pas qu'il est en train de corriger le tir, mais bon, il n'était pas exempt de critiques non plus. Non, bien sûr, mais sur un processus sur un processus de reconstruction, de toute façon, tu peux pas juger pas juger ce qui se passe de manière isolée, en fait. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose de global et c'est tout con à dire, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et on verra ce que ça donnera une fois qu'ils auront terminé ce processus. Flo, ton point de vue sur les Raptors, toi? De toute façon, il fallait faire quelque chose. Ils pouvaient pas laisser partir c'est quand même pour rien. Est-ce qu'ils auraient pu avoir un petit peu plus dès cet été? Sans doute, mais bon, on ne saura jamais. Mais je pense que ils auraient peut-être dû quand même essayer de s'en occuper dès cet été. Après, oui, c'est en effet Scottie Barnes notamment qui fait une bonne saison. Je pense va prendre encore plus d'ampleur dans cette seconde partie de saison. Bruce Brown, moi je serais lui, je lui dirais quand même, défais pas toutes tes valises. Ouais. Parce que je pense qu'avant la fin de la trade deadline, je pense qu'il va partir. C'est clairement le joueur qui a gagné un titre avec Denver l'an dernier, que beaucoup de contenders potentiellement peuvent regarder en se disant ouais attends et se convaincre de le prendre quoi. Après il a un salaire qui est pas évident à caler. Ouais, mais les Knicks, tu mets Fournier plus Grimes, ça match. Comme par hasard, d'ailleurs, on a des rumeurs comme quoi Grimes s'entend pas très bien avec les Knicks. 24 heures après le trade de Brown, je pense que c'est pas totalement le hasard. Oui, tout à fait. Fred Katz a même très clairement évoqué un package Grimes-Fournier. Il a pas dit pour qui ce serait, mais il a dit que c'était un package qui était possible. Les deux, ça fait à peu près 22-23 millions, c'est pile poil le contrat de Brown. Tout à fait. Donc, oui, de toute façon, ils vont avoir des offres parce qu'il y a plein de contenders ou d'équipes qui veulent faire un petit push qui seront intéressés. Donc, je pense que Bruce Brown, si tu nous écoutes, ne défais pas toutes tes valises. Et reste à l'hôtel pour l'instant, tu risques de partir très vite. À noter qu'il peut partir que tout seul, il peut pas être dans un package. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, après, ça suffit. Mais oui, après, c'est une nouvelle reconstruction. Faudra voir du coup ce qu'ils obtiennent avec Bruce Brown. Ça peut être aussi intéressant et voilà, quelle option ils vont choisir par rapport à ce qu'ils vont recevoir. Est-ce que ça va être des tours de draft? Est-ce qu'ils veulent des joueurs? Donc, je pense qu'on aura une vision vraiment globale de ce trade. Quand Bruce Brown sera parti, s'il part, ça reste quand même une hypothèse. Même ils sont pas très chaud. Ils sont pas pressés de le virer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de package qui les intéresse et qui n'a pas de sens pour eux, dans la logique de construire autour de Scottie Barnes, ils n'ont aucune pression de le virer maintenant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une option d'équipe à 23 millions la saison prochaine. Soit c'est un contrat expirant et l'an prochain, ils peuvent continuer à le vendre sur le marché des transferts et pour récupérer ce qu'ils ont envie.
mais on sait qu'il y aura toujours un preneur pour ce genre de choses, pour le coup. Soit ils déclinent et ils ont du salary cap cet été. Quelque part, ils perdent sur aucun tableau avec ce type de contrat et ce type de joueur. Non, après, il faudra faire un peu le tri parce qu'ils ont des Gary Trent Jr., etc. À un moment donné, est-ce qu'ils ont besoin de tous ces joueurs? Mais c'est pour ça que ça bougera sans doute. Mais oui, on est dans une reconstruction, donc il y aura des incertitudes. Ils récupèrent des pics de draft, il va falloir bien drafter. Ils savent éventuellement le faire, mais c'est une équipe qui de toute façon part sur des nouveaux visages. Barrett, on pense à Quickly et Barnes, ça peut faire un trio pour un début de nouveau projet. C'est toujours c'est l'inconnu de toute façon pour les Raptors à partir de maintenant. En tout cas, j'avais comparé le potentiel de Quickly aux Raptors avec un meilleur scénario à la Tyrese Maxey aux Sixers. Alors, encore une fois, je le répète, je ne compare pas Emmanuel Quickly à Tyrese Maxey. Mais quand tu vois Quickly aujourd'hui sous le maillot des Raptors, tu sens qu'il est en train de déployer ses ailes. Et franchement, moi, il me fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à regarder cette équipe ces derniers temps, même si, comme je disais tout à l'heure, ils ont enchaîné quelques défaites. Je trouve ça intéressant. On va passer immédiatement aux Pacers. On va passer à la partie la plus conséquente de ce transfert, puisque les Pacers viennent de mettre la main sur un joueur All-Star. Alors, les Pacers, on sait tous, c'est une attaque historique, premier de la ligue. 27e en défense, 11e en net rating cependant. Les Raptors et les Pacers sont les deux équipes qui scorent le plus de la ligue en contre-attaque. Indiana, c'est également la meilleure équipe en termes de points inscrits dans la raquette, ce qui est une des forces de Pascal Siakam. Je crois qu'il réalise une de ses meilleures saisons en termes de dunk et de lay-up inscrits par match. Il remplit, selon moi, tout du moins, un besoin évident du côté d'Indiana. Alors, en raison de ce transfert, il ne peut plus prétendre à un contrat supermax à la fin de la saison. Seulement le max classique, soit 260 millions de dollars sur 5 ans, en assumant une hausse maximum de 10% du salary cap. Il aura 30 ans en avril. Alors, je vais commencer par un peu la question qui fâche. On va parler après des côtés sympas. Mais j'ai vu que c'est une question qui se posait beaucoup, notamment outre-Atlantique. Charlie, est-ce qu'il y a un risque de trop payer Siakam à la fin de la saison? Bah non, parce que tu dois tenir compte du contexte en fait, et le contexte c'est Indiana, donc en fait, tu es obligé de lui donner ce qu'il demande, quoi. Tu vas attirer personne sur le marché des agents libres, donc oui, ça sera certainement au prix fort, mais dans leur situation c'est normal, c'est logique qu'ils fassent ce choix-là. Donc ouais, c'est une équipe qui a du mal à attirer les gros agents libres. Donc quand tu as une opportunité comme celle-là, tu dois la saisir. Tu l'as dit, il va avoir 30 ans, ce qui veut quand même dire qu'il lui reste quelques belles saisons. Il a un profil qui leur manquait, qui semble sur le papier coller parfaitement avec Haliburton. Donc non, pour moi ce risque-là, il n'existe pas. En fait, enfin, il existe, mais en fait, c'est un faux débat parce que Indiana n'a pas le choix. Indiana ne va pas. Je sais qu'il y a eu une espèce de montée de hype au début de la saison avec Wojnarowski qui expliquait qu'il y avait plein d'agents libres qui avaient envie de jouer avec Haliburton. Je veux bien y croire, mais même comme ça, quand tu arrives à mettre la main sur un Pascal Siakam, tu dois le prolonger, quel que soit le prix. Oui, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison de le dire. Dans mes notes, c'est ce que je me suis noté. Est-ce que l'arrivée de Pascal Siakam propulse les Pacers parmi les sérieux prétendants au titre à l'Est? C'est impossible selon moi de l'affirmer. On est en droit d'en douter. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent attends, mais pas du tout. Ils sont pas tout en haut de la conférence Est. Ok. De se dire que ce transfert ne fait pas d'eux un candidat au titre, je l'entends. Mais pour moi, cette situation, c'est un peu l'autre versant d'un transfert comme celui de Damian Lillard à Milwaukee, où tout le monde les mettait favoris. On en a parlé la semaine dernière, toi et moi. Avant même que la saison débute, on disait les Bucks, ça y est, grand favori à l'Est, c'est sûr, ça va au titre. On réalise aujourd'hui que cette affaire prend beaucoup plus de temps que prévu, ce qui est normal. Il n'y a aucune garantie que le collectif soit supérieur à la somme de ses parts une fois que les playoffs débuteront côté Bucks. Et on s'en rend bien compte, les joueurs s'en rendent bien compte. Voilà, une équipe, ça met du temps à se bâtir. Les Pacers, comme tu l'as dit très justement, Charlie, ne sont pas une destination pour les agents libres. Et Indiana doit jouer avec les cartes qui sont les siennes. Quand tu as un joueur All-Star comme Pascal Siakam qui devient accessible, que tu as les pièces nécessaires pour le faire venir, que lui-même est intéressé par le projet
et l'effectif qui est le tien, et que ses qualités personnelles en tant que joueur collent aussi bien à celles de ton équipe, en fait, tu tentes le coup clairement, sans hésitation, surtout avec Tyrese Haliburton dans l'équation, qui, je pense, est est peut-être le parfait coéquipier pour Siakam. En tout cas, dans le deal, on voit très bien que il y a une grande probabilité que ça matche. Siakam, s'il n'est pas convaincu, s'il est encore en train d'hésiter de savoir est-ce que je vais tester le marché des agents libres comme il l'a laissé entendre, ou est-ce que est-ce que je prolonge aux Pacers, je pense que Haliburton est un joueur qui est tout à fait capable de le convaincre. Pour en revenir à ma comparaison avec Milwaukee et les Pacers, est-ce qu'ils sont favoris à l'Est? Non, mais je pense très sincèrement qu'il existe un scénario où ce groupe, sous les ordres de Rick Carlisle, qui a été champion avec Dallas en 2011, rappelons-le, parvient à créer une identité, à monter en puissance, et je sais pas, dans 2-3 saisons, vraiment devenir une équipe dangereuse, capable de faire une percée en play-off dans les bonnes circonstances. En NBA, pour moi, tout est une question d'opportunité, avec un facteur chance qu'on a souvent largement tendance à sous-estimer. Et Indiana, aujourd'hui, est clairement mieux armé qu'il ne l'était hier pour faire du bruit dans cette conférence Est. Florent, je te laisse la parole. Alors, je n'ai pas de doute que beaucoup de joueurs aient envie de jouer avec Haliburton. Ils n'ont pas forcément précisé que c'était à Indianapolis. Voilà, c'est ça, exactement. Mais non, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce qu'ils sont favoris? Non. Mais c'est pas le but. Le but du jeu, c'est ils ont un noyau très jeune. Donc ils ont le temps là cette année, il faut qu'ils soient 4-5e et ensuite en play-off au moins si possible un premier tour, etc. Mais acquérir en tout cas de l'expérience. Mais ils ont le temps. C'est ça aussi qui est intéressant avec le projet d'épaisseur, c'est que c'est un projet qui a le temps. Sur le contrat de Siakam, alors d'abord, même si c'est officiellement interdit, il est fort à parier qu'ils ont un petit peu négocié avec lui quand même avant le trade, tâter le terrain s'il était prêt à re-signer aux Pacers. Je serais pas surpris qu'il re-signe. Je pense que très clairement, il y a dû avoir des petits échanges de messages pour s'assurer de la chose. Woj a dit sur ESPN que Tyrese Haliburton et Pascal Siakam s'étaient entretenus au téléphone. Bien sûr. Et qu'il y avait quand même un sentiment de confiance que Siakam allait potentiellement re-signer avec eux. Oui, très probablement, il y a eu des petits trucs. L'agent de Siakam a dû être prévenu quand les Raptors ont dû en parler un petit peu au PC, enfin à l'entourage de Siakam, etc. Ils ont pas signé en n'ayant aucune assurance, même si elle est que verbale. Après, est-ce que c'est risqué? À un moment donné, si tu prends pas de risque, si tu n'essayes pas, tu n'y arrives pas. Hein. Les équipes passives n'ont jamais de titre. Tu avais l'opportunité d'avoir Siakam, on en reparlera en plus sans doute, mais qui est très complémentaire avec le reste de l'effectif. Bah, tu tentes le coup. Le coup est pas non plus, c'est pas un coup de folie, c'est pas un joueur qui revient d'une blessure qui l'a mis out pendant une saison. C'est pas un mauvais joueur, loin de là. Donc c'est pas non plus un pari fou. Je trouve que c'est un pari plutôt malin parce qu'en plus il fit parfaitement. Tout à fait. Donc ils ont vraiment bien fait. Moi je trouve que là-dessus le front office des Pacers a vraiment fait du super boulot. Discret, efficace, il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs, paf, et puis ils l'ont chopé. Je pense qu'il y avait quand même d'autres équipes qui étaient sur les tablettes, ceux qui l'ont eu, tant mieux pour eux. Et pour un prix, moi qui me paraît pas dingue, parce que il lâche des tours de draft qui auraient été entre 20 et 30 globalement, donc c'est pas non plus des trucs de fou. Et puis ils ont pas. Ils gardent Mathurin, ils gardent. C'est ça, ils ont des jeunes joueurs, Mathurin et Haliburton sont jeunes, donc ils n'ont pas tant que ça besoin Walker, de rookies à ce moment-là. Et le pick 26, ils pourront le récupérer. C'est dans 3 ans. D'ici là, ils l'auront peut-être récupéré dans un trade ailleurs. Donc ils sacrifient pas grand-chose. Étant donné que maintenant ils ont une équipe qui dans le présent est bonne et qui a un bel avenir qui se présente. Ils ont plus tant que ça besoin de. Là, ce qu'il faut, c'est développer les jeunes actuels, l'équipe actuelle, plus que piocher à droite à gauche, notamment via la draft où il y a toujours des risques. Et tu l'as dit, Carles est un très bon coach. Moi, j'ai pas de doute. On le voit déjà, il fait du bon boulot. J'ai pas du doute qu'il se régale avec un mec comme Siakam, d'autant que c'est un joueur expérimenté et Carles aime les joueurs expérimentés. Moi, je pense que ça va matcher très très bien. Alors justement, parlons un petit peu de Siakam dans cet effectif. Je vais commencer par souligner 2-3 points et après Charlie tu vas me donner un peu ton point de vue soit sur ce que je suis en train de dire soit pour compléter ce que je suis en train de dire. Siakam pour moi en arrivant à Indiana il arrive dans une situation où il a potentiellement un des meilleurs spécimens de sa carrière peut-être hors équipe des Raptors quand ils ont gagné le titre et encore
Il était déjà très fort pour scorer à l'intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il fait sa meilleure saison en carrière en termes de dunk et de lay-up. Son shooting, on peut regarder ses stats à 3 points et se dire, ah mon Dieu, il shoot un poil en dessous des 32% à 3 points. Je tiens à signaler qu'il est à plus de 40% depuis le 1er décembre. Et il y a que 10 joueurs dans la ligue qui tournent avec ce pourcentage de réussite au tir à 3 points et plus de 24 points en moyenne. Pascal Siakam est un de ces 10 joueurs de toute la ligue, ce qui est quand même une bonne chose. J'ai l'impression que il peut aussi y avoir un effet à Haliburton sur son pourcentage à 3 points. Pourquoi? Parce que si tu as Jalen Smith et Obi Toppin, qui, dans leur carrière, étaient largement en dessous des 35%, je crois que Jalen Smith était 32%, il est à 32% en carrière, et Toppin, il est à un peu plus de 34%. Et cette saison, ils sont tous les deux au-delà des 40. Je pense que c'est aussi la qualité des tirs que arrive à produire Tyrese Haliburton. Enfin, je pense que Siakam peut aider Carlisle à varier son jeu en utilisant Tyrese beaucoup plus sans le ballon et de jouer sur la peur de son tir extérieur pour ouvrir des brèches pour tout le monde finalement. Que ce soit pour Tyrese, que ce soit pour les shooters, que ce soit pour Miles Turner à l'intérieur ou à l'extérieur. Face aux Lakers en finale du In-Season Tournament, on a bien vu que les Pacers luttaient quand la balle n'était pas dans les mains de Tyrese. C'était la stratégie des Lakers, priver Tyrese Haliburton de ballon pour laisser les autres créer du jeu, et ça a coincé. 70% du temps, Haliburton est le porteur du ballon sur les écrans posés côté Pacers, quand il est sur le terrain. C'est énorme, c'est un volume colossal. Et en fait, ça monte. Avec Siakam, il y aura beaucoup moins cette dépendance, parce que Siakam peut tenir le ballon et créer du jeu. Tu peux même imaginer que Rick Carlisle va faire des pick and roll inversés avec Siakam et Haliburton, avec Haliburton qui vient poser l'écran et se libérer pour un shoot extérieur ou pour une pénétration. Très franchement, la variété de jeux qu'offre Pascal Siakam, pour moi, est l'un des énormes points forts de ce recrutement. Charlie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner cette association avec Haliburton, parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. T'as parlé de l'impact qu'Haliburton peut avoir sur ses coéquipiers. On peut aussi citer Miles Turner, qui n'a jamais été aussi efficace offensivement que depuis qu'il joue avec Haliburton. Ouais, pour la franchise, c'est une excellente nouvelle. C'est un joueur qui va être aussi capable d'épauler Haliburton au scoring. Il est athlétique, polyvalent, en transition, le duo il est terrible. Poste bas, ça va leur apporter de nouvelles possibilités. On va voir son apport en défense, évidemment. On sait que c'est un des gros soucis des Pacers cette saison. Mais même hors parquet, en fait, hors parquet, c'est un mec qui va avoir 30 ans, qui a tout connu avec les Raptors, qui a l'expérience d'un titre NBA, qui a un parcours qui est assez atypique parce qu'il a commencé le basket assez tard. C'est un champion NBA. Il peut énormément apporter à Haliburton et à tout le groupe dans sa globalité. Et oui, sur le parquet, en fait, il y a tellement de possibilités. On peut imaginer tellement de configurations différentes, des 5 small ball, les espaces que ça va leur ouvrir avec sa présence en plus sur le parquet. Enfin, vraiment, et je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on peut pas dire aujourd'hui les Pacers sont favoris pour le titre, ou même dire ils sont contenders au même titre que Boston, par exemple. Mais pour l'avenir, pour le moyen terme, cette association-là, elle est géniale à voir. C'est génial de voir comment ça va se développer. Et effectivement, ça va être des vraies migraines pour les adversaires. Hein. Je crois bien, ouais. Flo, comment tu vois, toi, ce jeu, ce duo Siakam-Haliburton et l'intégration de Siakam dans ce jeu des Pacers? Déjà, l'avantage d'avoir Siakam, c'est justement, paradoxalement avec le duo Haliburton-Siakam, c'est d'être bon quand Haliburton n'est pas là. Parce que Siakam est capable de porter le ballon, de distribuer un petit peu. Donc les moments où Haliburton sera sur le banc, s'il laisse Siakam, ils auront toujours un porteur de balle efficace et finalement, ils perdront beaucoup moins dans ce domaine, ce qui était un petit peu l'une de leurs faiblesses. Donc le duo sera d'autant plus bon quand ils seront pas réunis sur le terrain, si je puis dire. Mais non, ça va fitter parce que Siakam, par exemple, sur transition, est un excellent joueur, que ce soit pour remonter la balle ou pour finir au panier. Et on sait que les Pacers en transition sont redoutables. Donc là, ils vont être encore plus dévastateurs. Donc ça va être somptueux. Comme tu l'as dit, il va avoir de la place avec le spacing pour se régaler en finition panier.
Donc ça va être très intéressant. Et défensivement aussi, alors c'est pas parce que tu rajoutes un bon défenseur dans une équipe qui n'est pas très bonne en défense que tout de suite les problèmes vont se régler. Mais individuellement, il va quand même apporter un apport défensif qui est indéniable. Et il va faire beaucoup de bien dans ce registre, parce que ça reste quand même le petit talon d'Achille de cette équipe. Sans compter aussi l'expérience, etc. Non, je pense qu'il va très très vite s'intégrer, parce qu'il va très bien s'intégrer avec cette équipe, parce que elle lui correspond. Elle joue comme il sait jouer, comme il aime jouer. Les joueurs avec qui il est ne lui marchent pas sur les pieds. Turner, par exemple, une raquette Turner-Siakam, c'est très efficace. Les deux joueurs ont des registres très complémentaires, donc ça va très bien fonctionner. Turner peut s'éloigner un petit peu plus, donc faire de la place à Siakam, etc. Non, vraiment, moi je suis très enthousiaste de ce trade. Je trouve qu'il est hyper malin, ça a été très réfléchi. Et pour moi, ils gagnent en attaque, même s'ils n'en avaient pas vraiment tant que ça besoin. Ils vont gagner aussi un petit peu en défense. Et ils vont gagner surtout quand leur star Haliburton va souffler. Donc je vois pas vraiment de point négatif vraiment à l'arrivée de Siakam. Je parle même pas, comme vous l'avez évoqué, de l'expérience qui fera toujours du bien. Donc très très enthousiaste de cette arrivée. Et puis comme disait très justement Charlie tout à l'heure au début de ce segment, sur les Pacers, une équipe comme les Pacers, c'est des équipes qui ne signent pas d'agents libres à l'intersaison. Ça n'arrive pas, en fait. Et donc, c'est le seul moyen pour eux de réussir à choper un joueur All-Star de la trempe de Siakam, c'est de faire ce type de pari. Et effectivement, on peut dire, ouais, Tyrese Haliburton, il a 23 ans, Pascal Siakam, il va avoir 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ouais, c'est pas idéal, certes, mais est-ce que c'est grave? Je sais pas. Pour moi, un des trucs les plus intéressants à suivre sur les 2-3 saisons, si on admet qu'il re-signe Siakam cet été, ça va être le développement de Bénédicte Mathurin et de Jarrett Walker, qui sont potentiellement deux joueurs sur les ailes et arrière qui peuvent être très importants dans la construction de cette équipe. Parce que ça peut leur apporter non seulement une vraie profondeur, des joueurs d'impact qui collent, qui vont se greffer justement à ce duo Siakam-Haliburton. Walker, là, il a un bon tuteur pour progresser, quoi. Ah, mais exactement. C'est exactement ce que vous dites. Siakam, son expérience va forcément bénéficier à cette équipe à l'instant où il va mettre un pied dans ce vestiaire, quoi. Pour terminer sur les Pacers, je vais vous poser la question à chacun. Aujourd'hui, si je vous laisse laissez-vous aller dans votre délire, ok? Je veux pas que vous vous reteniez ou je sais pas quoi. Charlie, si tu dois, et Flo après ça sera à toi. Charlie, si tu dois imaginer la place des Pacers dans cette conférence Est, tu les situes où désormais? Ah, ça c'est la question. Elle est chiante cette question, hein. Bien fait pour votre Moi, je les vois. Ils sont septième à l'Est pour l'instant. Ils sont juste sur les talons du Heat de Miami et de New York et de Cleveland. Tout ça, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a que Boston, Milwaukee, Philadelphie qui sont légèrement en tête de cette conférence Est. Boston plus que les autres. Franchement. Ouais, moi, je dirais cinquième ou sixième grand max. Ouais. Ah ouais. Ouais. Eh ben, j'aurais cru que tu irais plus loin dans le. Bah, c'est-à-dire non, parce qu'il y a quand même Miami, il y a quand même une énorme expérience. New York, ils se sont renforcés également. Ce qu'ils font, c'est plutôt cohérent. Les Cavs, il y a Mobley qui va revenir. Bon, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas gagné, quoi. C'est pas, tu vois, ils jouent pas en Fédéral 2, les mecs, quoi. Ils sont quand même. Il y a de la concurrence, quoi. Très personnellement. Alors, Flo. Je vais dire après. Je vais terminer sur mon point de vue et mon opinion. Eh ben moi, je vais renchérir. Moi, je les vois 4. Et j'allais dire la même chose. Moi, je les vois 4. Honnêtement, je pense que... Alors, les Knicks, ça dépend comment ils bougent ou pas, mais en état, moi, je les vois passer devant le Heat. Je suis pas sûr qu'ils vont tant que ça monter. Je pense que ils peuvent... J'aurais tendance à vouloir mettre le Heat devant, mais comme Jimmy Butler... vu la gestion de l'effectif, comment ça se déroule... Oui, puis on est habitué maintenant avec Miami, donc
Oui, c'est Donc, ça, la saison a pas encore commencé. voilà, Miami, c'est pas maintenant. Il faut les laisser tranquilles, Miami. J'ai arrêté de critiquer Miami pour leur saison régulière. Et puis l'écart entre Mais moi, je la les vois 4e et 4. 7e place, il n'y a rien. Hein. C'est 2-3 matchs. Hein. Ouais, Ouais. c'est dommage. Quasiment rien. Ouais, Et ouais. honnêtement, les Je Cavaliers. suis peut-être prisonnier du moment, hein. C'est peut-être ça. Non, mais les Cavaliers ont plus. Bon, cette saison, ils ont un problème d'infirmerie. Je suis pas sûr que ça va se régler totalement. Je trouve que ça balbutie. Et puis, entre Carlisle et Biggerstaff, vous m'excuserez, mais moi, je fais confiance plutôt à Carlisle. J'ai choisi mon camp. Donc, voilà. Et non, moi, je pense qu'ils peuvent être 4e. Hein. Sincèrement, si ça clipse assez vite, je pense que ça peut marcher parce que l'apport de Siakam va leur faire quand même beaucoup de bien. L'écart est pas énorme entre eux et le 4e. Voilà, donc moi je pense que ça peut viser la 4e place. Franchement, je serais même presque déçu s'ils ne le sont pas, mais ils peuvent titiller l'avantage du terrain au premier tour. Oh, j'espère que tu as raison. C'est exactement la question qui se pose en fait pour Indiana. C'est combien de temps c'est clair on est d'accord qu'on va mater tous les matchs d'Indiana à partir d'aujourd'hui. Oui, parce que ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. De toutes les équipes qu'on vient de citer, là, les Pacers, c'est les plus sexy. Très clair. Ouais. Ah ouais, vraiment. Combien de temps, en fait, Indiana va réussir à créer... Enfin, déjà, comment ça va se passer les débuts? Et est-ce qu'on va être sur un truc... Parce que c'est pas simple. On est mi-janvier. On sait tous que c'est compliqué de créer une vraie alchimie en si peu de temps. Très sincèrement, ça va être très dur. Pas quand tout le monde parle le même basket. Et Siakam, mais voilà, c'est ça qui est excitant. Très proche de celui d'Indiana. C'est ça, c'est pas un carré que tu mets dans un rond, donc ça va plus, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais que moi je m'attendais à une autre question et du coup c'est moi qui vais vous la poser. Vas-y, Charlie. Qu'est-ce qui se passe avec Buddy Hield là? Pourquoi? Ben non mais si vous êtes Indiana, qu'est-ce que vous faites avec Buddy Hield? Est-ce que vous essayez de forcer un trade d'ici la deadline? Est-ce que vous essayez de le garder et de renégocier un contrat? Qu'est-ce qu'on fait avec Buddy Hield? Moi, j'essaie de le garder et de renégocier un contrat. Très simple. Et pour moi, Buddy Hield est indispensable dans ce qu'ils font, en fait. Mais c'est peut-être que moi. Hein. Non, moi, je pense que je fais le même choix que toi, mais je suis pas convaincu qu'il prolonge, quoi. Alors non, peut-être pas, sauf si cette équipe devient une espèce de nirvana basketballistique et que lui-même... Après, ça dépend à quel point ils sont loin dans les négos, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir clarifier assez rapidement. Maintenant que ce deal de Siakam est fait, je pense qu'ils vont pouvoir sonder Buddy Hield et voir un petit peu sur quel terrain il se situe en termes de millions de dollars. Est-ce qu'ils sont aux antipodes en termes de négo ou est-ce que ça se joue à quelques poignées de millions de dollars et il y a moyen de trouver un terrain d'entente? Va aussi y avoir la question quand même du cap space. Hein. La question, c'est surtout à combien il re-signe. Parce que ils sont pas loin il me semble même qu'ils ont atteint le premier tax iron, donc va falloir faire attention aux finances quand même. Donc surtout qu'ils sont pas connus pour payer la luxury tax. Donc je sais pas s'ils vont pouvoir pour des histoires financières déjà vraiment lui proposer quelque chose d'intéressant. Ça dépend aussi si lui est gourmand ou pas des autres offres. C'est ça. Ça va être ce qui va être compliqué en fait, c'est je pense qu'ils vont vouloir le garder, mais je pense que d'autres voudront plus l'avoir et que c'est comme ça que ça sera tranché. Oui, puis le contrat d'Haliburton débute la saison prochaine. Il y a ça aussi. En fait, c'est pour ça moi que je pose la question. C'est parce que en fait, si t'es Indiana et que t'es persuadé que tu vas perdre Buddy Hield cet été, en sachant que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le projet d'Indiana là, c'est pas d'être champion cette année, c'est dans les 2-3 ans qu'il faut suivre. Ben voilà, c'est ça. Est-ce que tu te dis de toute façon on sera pas champion cette saison et Buddy Hield va pas changer énormément de choses en play-off? On veut développer Mathurin, etc., etc. Est-ce que tu te dis, bah moi d'ici la deadline début février, je monte un trade pour Buddy Hield? Et c'est pour ça aussi qu'il y a une chose qui est très bien dans ce trade, c'est le timing. Pour l'alchimie, parce qu'on est que mi-janvier, ils auraient pu attendre plus tard, hein. Ils auraient pu attendre début février. Là, ils gagnent quand même 2-3 semaines. Et puis ça leur laisse le temps justement. Étape 1, on fait venir la star, en tout cas le gros ajout, en l'occurrence Siakam. Étape 2, est-ce qu'il faut nettoyer un peu les écuries? Et là, tu peux gérer le cas Buddy Hield. Et c'est là où ils se donnent, ils ont 15 jours pour gérer le truc. Et ça, c'est assez malin. Complètement. Je pense qu'il y a des discussions désormais à avoir avec Buddy Hield. Buddy Hield lui-même doit se positionner sur son avenir.
Est-ce qu'il pense que il faut encore aller chercher... il a 31 ans, Buddy Hield. Hein. Je veux dire, il n'est pas... 31, oui. Oui, donc là, sa dernière saison, il est payé un peu moins de 20 millions de dollars, 19,280, je crois. 19 millions 280. Bon, c'est quoi ton objectif de carrière? C'est d'aller taper un chèque ou d'essayer de continuer dans une équipe kiffante où tu as un vrai rôle et potentiellement tu peux vraiment espérer faire un truc. Buddy Hield, c'est un peu le Bruce Brown des Pacers. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se dire, dis donc, pour 6 mois, ça peut être sympa quand même. Bah ouais. C'est un joueur qui est extrêmement utile pour moi dans le jeu d'Indiana parce que c'est une vraie soupape. Ce gars, il est capable de te planter 20 points en 12 minutes, quoi. Bah ouais, c'est un mec qui sort d'une saison à plus de 42% à 3 points, quoi. Non, mais c'est typiquement le profil de joueur. On peut dire sa défense, ça sent le patchouli, mais ça c'est Pacers, tu peux le dire à tous. Ouais. Mais bon, je sais pas. J'ai hâte de voir, en fait, des deux côtés, ce que vont décider de faire les Pacers. Est-ce que va décider Buddy Hield pour le reste de sa carrière? Est-ce que tu continues dans le royaume de la loose ou est-ce que tu essayes de saisir une chance qui t'est offerte de jouer avec Tyrese, Pascal. Ouais, mais attends, tu sais que tu peux jouer avec Tyrese, Pascal et rester un loser malgré tout. Hein. Des champions, il y en a qu'un chaque année et rien ne garantit qu'Indiana sera champion avec Haliburton et Siakam. Ouais, mais tu peux perdre avec avec classe ou tu peux perdre à LA. Tu peux aller aux Wizards, quoi. Tu peux aller prendre ton chèque aux Wizards, mon garçon. Vas-y. Bon courage. Je sais pas. Oui, à LA, ouais. Tu penses que les Lakers sont sur le dossier Tyrese Haliburton? Je pense Buddy Hield. Je pense que si demain Buddy Hield est vraiment disponible pour pas cher ou qu'il est sans contrat, il y a énormément d'équipes qui sont sur le dossier en tout cas. Oui, en même temps, ce mec-là, c'est un gars dont on n'arrête pas de parler de son transfert imminent et qui est jamais transféré, quoi. Ouais, mais c'est le nouveau OG Anunoby de la NBA. Ouais, mais même Miles Turner, il a été dans les discussions pendant tellement de mois et d'années pour au final qu'il ait tout à fait trouvé sa place. Bah, Miles Turner, il a encore 2 saisons. D'ailleurs, il a un salaire dégressif, il me semble. Il est payé quasiment 21 cette saison. Il sera payé un peu moins de 20 millions la saison prochaine. Et après, faut renégocier. Il y a forcément des discussions à avoir côté Pacers à l'intersaison, ça c'est sûr. Et avec, comme le Flo le soulignait, avec en prenant en compte le nouveau salary cap, enfin la nouvelle convention collective qui va changer quand même beaucoup de choses, quoi. Ils peuvent faire la politique d'écouter, d'écouter ce qu'on leur propose. Et puis si à un moment donné il y a un truc trop excitant, tu fais péter. Ouais. Après voilà, le risque comme dit Charles, est-ce que tu prends le risque d'aller avec Buddy Hield jusqu'en playoffs sans l'avoir échangé cette saison, quoi. Et de le perdre pour rien, alors que c'est une monnaie d'échange pour attirer. Alors, faut revenir à ce qu'on a dit. Ou est-ce que peu importe, quoi qu'il arrive, t'as 20 millions qui dégagent de ton salary cap. Oui, mais 20 millions que tu vas mettre sur qui? Je sais pas ça, mais Buddy Hield, c'est plus facile à remplacer que de trouver un mec comme Pascal Siakam, par exemple, qui est All-Star. Ça, c'est clair. Alors qu'un mec comme Buddy Hield, un sharpshooter, je pense que c'est pas complètement fifou de trouver ça. Là, tu l'as sous la main, c'est cool. S'il décide de se barrer cet été, ok, vas-y, salut, c'était cool, merci, au revoir, salut Buddy. Oui, mais t'es Indiana, c'est-à-dire que c'est surtout via trade que tu vas attirer les joueurs qui t'intéressent plus que sur le marché des agents libres. Et là, t'as un asset, est-ce que tu prends le risque de le perdre, quoi? C'est sûr. Voilà, faut voir ce que tu es en mesure de récupérer derrière. D'autant que l'argent que tu économises avec Hield, en fait, tu le perds l'année d'après avec le nouveau contrat de Mathurin. Oui, et je suis pas un spécialiste du salary cap, mais il me semble que Buddy Hield, ils doivent avoir les bird rights de Buddy Hield, puisque c'est eux qui ont son contrat. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de pénalités s'il re-signe Buddy Hield cet été que par rapport à un joueur qui signerait à l'intersaison. Je crois qu'il y a ces subtilités-là qui nous échappent parce que faut être expert comptable pour comprendre tout ça. Et je ne le suis pas expert comptable. Donc voilà, mais il y a beaucoup de subtilités d'argent qui nous échappent par rapport à la signature de Buddy Hield. D'ailleurs, en théorie, sur le dossier Buddy Hield, un sign and trade cet été pourrait être envisageable aussi. Exactement. Donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Flo, merci de nous avoir accompagnés sur cette discussion. Merci pour l'invitation. Et puis, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est cool.
En plus, J'espère qu'on aura l'occasion de te reparler bientôt. Pardon, Charles, t'allais dire quoi? je disais c'était cool. En plus, il aime Indiana. Ouais, ouais, vous savez, vous êtes devenus potes tous les deux. Vous allez faire un contre-podcast. Ouais, on parlera que d'Indiana. Bon, chers auditeurs, je vous laisse avec Charles et Flo. C'était sympa. Dans le Pacers Show. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Dans le Pacers Show, nouveau podcast. Flo, à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Ouais, salut. Et Charles, bonne fin d'émission yes. à vous. Charles, on continue l'aventure. On a d'autres trucs à faire. Charlie, nous revoici, nous revoilà. Voilà. On va parler, comme promis, comme promis en introduction, on va parler des Hawks pour commencer. On va laisser le Jazz pour la fin, parce que le Jazz, c'est mon petit plaisir, c'est ma petite douceur à moi. Et je voulais parler des Hawks, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Hawks. Et je voulais savoir, tu vois, je me suis posé la question, le fois quand j'ai vu Marvin Bagley être échangé comme un meuble envoyé ailleurs. Et je me dis, après Sacramento, qui s'est débarrassé de Bagley il y a 1 an ou 2 ans, Phoenix qui s'est débarrassé de Ayton, je me demandais si Atlanta allait être la prochaine équipe à se séparer de sa superstar sélectionnée dans la même draft que Luka Doncic. Et qui, pour le coup, lui, a été échangé. Donc, Bagley et Ayton ont été sélectionnés avant Doncic. Trae Young a été échangé pour Luka Doncic. Et c'était pour récupérer, je me souviens à l'époque, donc Trae Young et Kevin Huerter. L'idée, je me souviens, c'était un peu de faire le Steph Curry et le Klay Thompson du pauvre. Oui. C'est vraiment ce que c'est devenu. Bref, il y a quand même eu ce parcours incroyable en play-off qui les a menés en finale de conférence en 2021. Et ce n'est pas rien, parce qu'au tour précédent, ils avaient quand même sacrément fait suer les Sixers. Ils se sont débarrassés des Sixers de Joel Embiid et de Ben Simmons. Équipe des Sixers qui ne sera plus jamais la même après ça. C'est-à-dire, ça a fait une réaction en chaîne avec Ben Simmons qui a demandé à se barrer, ainsi de suite. Enfin bref, on connaît tous le cauchemar qui a suivi. Même si les Sixers ont plutôt bien récupéré. Atlanta, eux, n'ont pas réussi à confirmer. C'est pas la première fois qu'on parle d'Atlanta qui confirme pas. Ils ont enchaîné les éliminations au premier tour. Ils ont fait venir Quinn Snyder, on en avait parlé. Ils ont fait un transfert pour faire venir DeJounte Murray en pensant qu'il serait un parfait complément à Trae Young. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Atlanta reste une équipe bloquée aujourd'hui dans le ventre mou de la NBA depuis maintenant 3 saisons bientôt. Faut-il, Charlie, se poser sérieusement la question de l'avenir de Trae Young en Géorgie? Le transfert annoncé de DeJounte Murray peut-il permettre de rectifier le tir du côté des Hawks et de sauver ce qui peut l'être? Quelle est ton opinion sur ça? Alors, un trade de Trae Young dans l'immédiat ou à court terme, j'y crois pas. Ouais. Je pense pas. En plus, j'ai quand même un peu l'impression que qu'il joue le jeu. Enfin, en tout cas, dans ses déclarations, il soutient beaucoup Quinn Snyder, etc., etc. Ça, j'y crois pas. Effectivement, la saison des Hawks, on est forcément déçu avec cet effectif-là et Quinn Snyder à la tête de l'équipe. Bon, j'attendais mieux. Je pense que je suis pas le seul. L'association DeJounte Murray Trae Young, elle est pas satisfaisante. Voilà, on sent que l'association marche pas. C'est un échec. Ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne pas comme ils le voulaient. Donc oui, les Hawks veulent bouger sur le marché des trades. Et a priori, dans leur tête, en tout cas, Trae Young et Jalen Johnson sont considérés comme intouchables. Les variables d'ajustement, elles sont pas infinies. Mais DeJounte Murray est très clairement la pièce qui est la plus susceptible de bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde ne doute du fait qu'il sera tradé d'ici à la deadline. Alors, c'est un peu dommage, surtout quand on se rappelle qu'ils ont quand même mis 3 first picks pour le récupérer il y a 1 an et demi. Ouais. Mais vu la situation, c'est compréhensible que les Hawks veulent actionner les quelques leviers dont ils disposent pour faire bouger les lignes. C'est clair. Oui, Trae Young, effectivement, je pose la question de façon un peu provocante parce que il y a un moment, cette question, elle se posera pour Atlanta. Je pense pas que ça soit maintenant qu'elle se pose parce que c'est un scoreur élite, c'est un créateur élite. On le voit, hein, il se sert de la dangerosité de son tir au-delà de la ligne des 3 points pour ouvrir des failles dans les défenses adverses. Son flotteur est un killer. Ses passes lobées sont
Sa qualité de distribution du ballon est absolument effarante, quoi. Il a des éclairs de génie sur le terrain, Trae Young, qui sont, c'est affolant quand même. Ah ouais, je suis d'accord. Maintenant, j'ai l'impression que Atlanta s'est peut-être un peu enfermé peut-être un peu trop longtemps dans un rôle, en confiant un rôle à Trae Young qui ressemble un peu à ce que James Harden avait aux Rockets à son sommet. C'est-à-dire qu'on lui confie une proportion tellement, un volume tellement énorme du jeu que quand il est pas là, ils savent plus quoi faire. Dejounte Murray était censé pallier à ça quelque part. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont fait venir ce mec-là. Déjà, d'une, ils pensaient qu'ils allaient récupérer un bon défenseur. C'est pas du tout ce qui se passe statistiquement. Si tu regardes les stats avancées, la présence de Dejounte Murray sur le terrain ne fait pas du tout bouger les lignes en défense. C'est même... Ouais. Cette saison, il y a même débat sur qui est le meilleur défenseur entre Dejounte Murray. Hein. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Hallucinant. Si on m'avait dit ça. Exactement ce que j'allais dire. Et si on m'avait dit ça cet été, je sais pas comment j'aurais réagi, mais. Charles, les chiffres sont formels. Aujourd'hui, la défense est meilleure quand Trae Young est sur le terrain et pas Dejounte Murray. Et quand Dejounte Murray est sur le terrain et pas Trae Young, la défense est moins bonne que l'inverse. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et quand ils sont tous les deux là, ça va pas non plus. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et je pense qu'Atlanta, en faisant venir Dejounte Murray, ils se sont dit, tiens, on va peut-être essayer de faire un peu comme Houston. Je sais pas, peut-être que je me trompe sur cette comparaison avec Houston. Mais Houston, ils ont jamais été aussi dangereux que quand ils ont fait venir Chris Paul. Tu sais très bien que je suis persuadé de ce truc-là. Et Mike D'Antoni dispatchait les minutes entre les deux. Et les line-up les plus efficaces de Houston avaient soit Harden, soit Chris Paul sur le terrain. Jamais ensemble, en fait. Quand ils étaient ensemble, ils étaient très bons. Mais quand il y avait que Harden, ils étaient excellents. Et quand il y avait que Chris Paul, ils étaient excellents aussi. Ce qui permettait d'avoir, pendant 48 minutes, un niveau de jeu excellent. Et ils ont marché sur la ligue. Hein. En 2018, c'était n'importe quoi. Et je pense que voilà, ce pari des Dejounte Murray ne fonctionne pas. C'est lui qui va partir. Je pense, étant donné l'insistance avec laquelle son nom revient dans les conversations, je pense qu'il va partir d'ici début février. C'est probable, oui. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a un petit chouchou à Atlanta. C'est ce dont je parlais la semaine dernière, c'est Jalen Johnson, qui est en train d'éclore, qui est en train de s'imposer comme une pièce majeure de leur effectif. Tu l'as dit, il est considéré comme intouchable par le front office, Trae Young à peu près aussi. Il a une qualité de lecture de jeu. C'est un peu un point forward que personne n'a vu venir du côté d'Atlanta. Et je trouve que sa présence redistribue un peu les cartes et maintient une lueur d'espoir dans cet effectif. J'ai l'impression que Jalen Johnson, c'est un peu le joueur que les Hawks espéraient avoir quand ils ont drafté DeAndre Hunter. Et DeAndre Hunter, sa carrière, elle est polluée par les blessures. Il n'arrive pas à concrétiser. Ils ont drafté des ailiers de taille. Hein. DeAndre Hunter, Cam Reddish, on peut dire aussi qu'il y avait un certain espoir quand ils l'ont drafté. Et puis, ça s'est très vite écroulé complètement. Aujourd'hui, selon moi, ils ont quand même un truc redondant à l'intérieur avec Clint Capella qui, quand il est arrivé, ça a été très positif. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Il aura 30 ans cette saison. Je trouve que sa présence, peut-être qu'elle... je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'elle cannibalise un petit peu la progression d'Okongwu. Et peut-être que ce serait maintenant qu'il faudrait laisser à ce mec-là, justement... la chance de vraiment éclore aux côtés de Trae Young et de Jalen Johnson. Je sais pas trop comment les Hawks peuvent se dépioter de cette, se sortir de cette histoire, mais leur capacité à récupérer quelque chose de valeur, soit un joueur, soit des pics, soit quelque chose qui peuvent les mettre dans une position où ils sont capables de négocier, échanger, récupérer quelque chose. J'ai hâte de voir quand ils vont négocier le dossier des Dejounte Murray. Qui, quelque part, il devient capital, en fait. Ah, ben, bien sûr, il devient complètement capital. Alors après, c'est pas les difficultés dans cette association sur le backcourt, le backcourt c'est pas la seule chose qui explique cette saison compliquée. Hein. Quinn Snyder n'arrive pas à mettre en place une défense convaincante, alors que, a priori, ça fait quand même partie de ses qualités. T'as parlé de Capella, c'est vrai que dans la raquette, c'est parfois assez compliqué, hein, ça leur arrive de vraiment subir la loi de leurs adversaires.
DeAndre Hunter, t'as parlé de ses soucis de blessure, mais Jalen Johnson aussi a loupé quand même pas loin de 15 matchs entre la mi-novembre et la mi-décembre. Donc Ouais, tout ça, il a pas encore le carnet de santé de DeAndre Hunter, cependant. DeAndre Hunter, non, il a bien sûr. il a une Oui. encyclopédie comme carnet de santé. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'ils ont aussi eu ils ont eu des soucis de blessure cette saison qui, forcément, ne les aident pas à trouver un rythme de croisière ou même à trouver des automatismes. Maintenant, oui, tu l'as dit, l'éclosion de Jalen Johnson, c'est le rayon de soleil de cette équipe. Il a su parfaitement profiter du départ de Collins, qui a été tradé cet été à Utah contre pas grand-chose, hein, pour ne pas dire rien du tout. Et ouais, il s'est emparé de cette place de titulaire et il valide totalement le choix de la franchise. Ses stats ont été quasiment multipliés par 2, je crois, ou même plus. Alors, c'est pas uniquement dû à l'augmentation de son temps de jeu, il a progressé dans tous les aspects du jeu. Défensivement, il est important. D'ailleurs, il se coltine souvent les meilleurs ailiers adverses. Il apporte à la création, il a une énergie énorme. D'ailleurs, cette nuit, il a encore plaqué un dunk énorme, là. Grave. Et sa vision du jeu est Ouais. incroyable. Enfin, il a déjà des lectures de jeu. Non, la lecture défensive, notamment, il est hallucinant. Et puis surtout, en fait, on a bien vu quand il était pas là à quel point il était important pour son équipe. Ils étaient vraiment en galère. Donc oui, c'est Dejounte Murray, c'est clairement la grande variable d'ajustement de cette équipe. On sait qu'il intéresse beaucoup de franchises. On sait que Brooklyn, les Lakers, les Knicks, même les Spurs. Alors attention, ça, les Spurs. J'arrive pas à y croire une seconde à ce truc-là. J'arrive pas à y croire une seconde. Non, mais surtout qu'il a eu des mots extrêmement durs sur les Spurs, Dejounte Murray, quand il a quitté la franchise. Alors là, maintenant, il fait du violon en expliquant que Popovich, c'est son papa. Enfin, quand il a déboulé à Atlanta, il nous a quand même expliqué que la franchise avait essayé, je cite, de le briser. C'est quand même des mots qui sont hallucinants. Donc, à voir. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont pouvoir récupérer des assets intéressants parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de franchises qui le veulent, donc forcément il va y avoir il va y avoir des enchères. Mais bon, j'arrive, en fait, j'ai du mal à y croire, moi, à cette équipe d'Atlanta. Je trouve que quand on les voit jouer, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu par ce qu'ils essayent de mettre en place. Je suis très content pour Jalen Johnson, hein, je trouve ça génial de voir l'ampleur qu'il prend, mais en même temps, je trouve que c'est pas rassurant non plus, en fait. Tu vois, pour ce qui l'entoure, enfin, pour les autres joueurs. Bon, on va voir. On va voir. En fait, aujourd'hui, quelque part, j'ai presque envie de te dire, qu'est-ce qui est le plus important à suivre là pour les Hawks? Est-ce que c'est ce qu'ils vont récupérer du trade de Dejounte Murray, ou est-ce que c'est l'évolution de Jalen Johnson? Oui, c'est ça. Enfin, il y a une montagne de questions qui se posent du côté des Hawks, quoi. Bah ouais. Je pense que le premier dossier à régler, clairement, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est Dejounte Murray. C'est qu'est-ce que tu fais? Sachant que il est signé jusqu'en, je crois qu'il a une player option pour la saison 2027-2028. Donc, n'importe quel club qui va récupérer Dejounte Murray va récupérer un joueur qui est sous contrat. Il n'y a pas de risque de le voir se barrer, voilà, comme Siakam dont on parlait tout à l'heure, de le voir se barrer cet été. Avec un contrat qui est pas horrible en plus. Hein. Qui est pas horrible en plus, étant donné que le salary cap continue d'augmenter doucement mais sûrement. Jusqu'à la prochaine négociation, qui est l'été... cet été ou l'été d'après? Je crois que c'est cet été. Bref. J'oublie toujours, à chaque fois ça me sort de la tête. J'ai pas la date en tête, je t'avoue. Non, mais je crois que c'est là. Bref. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que en fait, Trae Young, il y a un moment, est-ce que tu continues de le considérer comme ton franchise player ou pas? Et quand je vois, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en parlant de Marvin Bagley et de DeAndre Ayton, c'est que ces équipes-là, elles ont toutes dit OK, stop, on arrête quoi, on arrête les frais. Et je me demande à quel moment les Hawks vont regarder Trae Young, aussi bon soit-il, sur plein de niveaux, plein de secteurs de jeu. Il a 25 ans, Trae Young, il est pas encore dans son prime, donc il y a encore de l'espoir. Mais à quel moment tu dis bon, faut qu'on change de dynamique quoi. Et là effectivement, son association avec Capella, Bogdanovic qui est très fort, mais qui a aussi pareil des limitations en défense. Je pense qu'il faut que cette équipe soit mieux conçue autour de Trae Young si tu veux continuer avec lui. Et Capella, au début de sa carrière, quand il arrivait à Atlanta, il était très bon. Il avait un double-double pas possible. Il était à 15 points, 14 rebonds, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Le mec, c'était une montagne, quoi. Et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait.
Voilà, comme je disais tout à l'heure, les coups d'épée dans l'eau avec DeAndre Hunter, qui, je pense, ils avaient beaucoup d'espoir sur ce qu'il pouvait donner. Et ça s'est jamais concrétisé. Pareil, lui, il a signé jusqu'en 2026-2027. C'est extrêmement compliqué. En termes de contrat, quelle décision tu prends? Ça va être compliqué, quoi. Ouais, ça va être compliqué, mais effectivement, moi, je serais pas étonné que Dejounte Murray ne soit pas le seul à bouger d'ici la deadline. Et effectivement, ça me semblerait pas complètement aberrant qu'on retrouve également un Clint Capella dans les discussions, par exemple. Ouais, Ça, ouais. c'est clair. Ça, c'est clair. Qui sera un contrat expirant la saison prochaine. Bogdanovic, je pense que c'est pareil, c'est typiquement le genre de joueur qui peut intéresser des contenders. Tu as besoin d'un joueur brillant, au scoring, hyper intelligent, parce que voilà, c'est pas un grand défenseur, mais il est très bon dans ses placements, parce que c'est un joueur avec un IQ absolument démentiel, Bogdanovic. Pour moi, il y a des chemins à emprunter du côté des Hawks qui peuvent leur permettre d'imaginer un autre effectif. Ouais, mais par contre, pour moi, c'est improbable que ce futur effectif ne soit pas construit autour de Trae Young. Je comprends l'analogie que tu as fait en début, mais Trae Young, il les a déjà emmenés en finale à l'Est. C'est un joueur qui tourne, qui est capable de tourner entre 27 et 30 points par match sur une saison, avec des pourcentages qui sont plutôt corrects. Tu l'as dit, il a des capacités, qui est un créateur hors norme. Enfin, pour moi, c'est pas possible d'envisager les Hawks à court terme sans Trae Young. Ça me semblerait hallucinant. Enfin, ce serait un tremblement de terre en NBA. Ouais, il y a une autre dimension aussi, c'est qu'il met des fesses dans les sièges Bah oui, c'est un joueur que tu as envie de venir voir jouer. du stade, quoi. Bien sûr. Il est adoré à Atlanta, il attire les foules. Oui, et puis c'est un joueur. Il y a cette dimension-là en NBA, faut voilà. jamais l'oublier. Il y a cette dimension où, peu importe les victoires et les défaites, si tu as un joueur que les gens viennent voir tous les soirs parce qu'ils sont excités de le voir prendre des shoots 4 mètres derrière la ligne des 3 points, économiquement parlant, commercialement parlant, ça a du sens, quoi. Bien sûr, et là tu parles que des places des places assises devant le match dans la salle, mais il y a aussi tout l'aspect réseaux sociaux. Je veux dire, Trae Young, c'est le joueur réseaux sociaux par excellence, quoi. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Dejounte Murray. Vraiment, je voulais pointer du doigt cette équipe qui aujourd'hui, je pense, est face à des grosses décisions. Je suis d'accord avec toi, Trae Young. Je pense pas que ça soit maintenant que ça va se passer de retirer la prise de Trae Young, mais il y a un gros chantier à Atlanta pour repenser cet effectif qui a vraiment besoin d'un makeover. Ouais. Total, après, faut pas non plus oublier que c'est la vraie année 1 du projet Quinn Snyder, quoi. C'est vrai. Il y a pas non plus, il y a pas de drame, quoi. La saison est décevante, mais il est peut-être trop tôt pour déjà décréter que, tu vois, il faut tout jeter. Et Atlanta, ils sont encore une fois dans le play-in. Ils sont derrière les Bulls quand même. C'est pas facile d'être derrière Chicago. Oui, mais tu vois, être dans le play-in. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise ils sont dans le play-in, d'accord, mais bon, en fait, quand tu prends le classement de la conférence S, déjà tu retires Détroit et Washington. Tu peux aussi retirer Charlotte parce que bon bah. Ouais, c'est terminé. Tu vois, vu les difficultés. Ils ont arrêté de jouer. Toronto, ils sont en train d'enclencher le projet reconstruction. Donc en fait, dire Atlanta, ils sont dans le play-in, ouais, d'accord, mais en fait, il y a qu'une ou deux équipes derrière eux qui jouent vraiment le play-in, quoi. Ouais. Ils sont quand même capables de fulgurance certains soirs, Atlanta. Ils sont capables d'aller gagner des matchs. Des fois, tu hallucines total, quoi. Tout à fait. Bah, c'est un peu à l'image de Trae Young, quoi. Tu vois, c'est un joueur qui est capable de prendre complètement feu, quoi. Cette équipe, elle est un peu à son image. Ils ont gagné là contre le Thunder, ils ont gagné contre les Sixers. Alors certes, il n'y avait pas Joel Embiid, mais ils vont gagner des matchs comme ça. Tu sais même pas comment c'est possible, mais ils le font, quoi. À voir en tout cas. On va terminer ce podcast en parlant du Jazz depuis le 21 décembre. Charlie, le meilleur bilan de toute la NBA, c'est Utah. Oui. Ouais. 12 victoires, 2 défaites, 5e meilleure attaque, 7e en défense, 5e en net rating sur cette période. Ils sont sur une série de 6 victoires consécutives, avec notamment des victoires face aux Sixers, sans Embiid, certes, face aux Bucks, sans Lillard, certes,
face à Denver, qui était au complet pour le coup, face aux Lakers, sans LeBron James, certes. Ces deux équipes-là sont en train de s'accrocher pour le play-in. Hein. Oui. Victoire importante. Tu t'en sais quelque chose, mon Charlie? La saison passée, Utah avait réalisé un départ canon avant de s'écrouler après le transfert massif entre les trois équipes qui impliquait 8 joueurs, dont les Lakers étaient notamment les bénéficiaires. Mike Conley était parti aux Wolves, Malik Beasley et Jared Vanderbilt aux Lakers. Utah s'est écroulé après ça. Difficile de s'en remettre quand tu perds 3 joueurs comme ça qui étaient quand même importants, surtout Mike Conley. On voit bien à quel point il est important aujourd'hui côté Minnesota. Là, Utah reprend des couleurs, clairement. Ils sont sur une dynamique incroyable ces dernières semaines. Et je souhaitais en profiter pour les mettre à l'honneur dans le podcast. Parce que franchement, même s'ils ne sont pas sexy pour une large partie des fans, ce sont des mecs qui ne lâchent absolument rien. J'aime la façon de jouer de cette équipe. J'aime comment Will Hardy coach cette équipe. Il y a une cohésion d'équipe, une cohésion collective. Ils jouent les uns pour les autres. Ils n'essaient pas d'être l'équipe qu'ils ne sont pas. Ils s'en tiennent à leur capacité, mais ils le font avec une rigueur exemplaire. J'ai beaucoup d'affection pour Chris Dunn, que je considère comme un des meilleurs défenseurs de la ligue en poste d'arrière. Et je pense qu'il est très sous-estimé. Colin Sexton, tu sais très bien que je kiffe ce joueur depuis longtemps. J'aime sa façon d'être sur le terrain. Bref, je kiffe Utah, Charles. Je kiffe Utah en ce moment. Ouais, mais je comprends tout à fait. En plus, là, t'as parlé de leur très très bonne période, mais ils ont mal commencé la saison. Hein. Ils étaient vraiment en galère au début de la saison, et c'est très très fort d'avoir réussi à remonter la pente. Will Hardy a su trouver des solutions pour redonner la confiance à son groupe, pour trouver plus de variété dans le jeu. Ils ont redressé la barre d'une manière qui est vraiment spectaculaire. Et d'ailleurs, il en a parlé récemment, Will Hardy, il a dit qu'il fallait qu'ils trouvent une défense plus efficace et surtout qu'il fallait qu'ils augmentent le tempo de leur attaque. Et que le meilleur moyen qu'il a trouvé pour ça, c'est de donner plus de liberté à ses joueurs. Il explique qu'au début de la saison, il imposait trop de systèmes trop fréquemment, et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs, Rick Carlisle, dont on a parlé un peu avant avec Florent sur la partie Pacers, a été extrêmement élogieux envers Will Hardy récemment. Il a parlé de sa créativité en attaque en disant qu'il faisait des choses qu'il était quasiment le seul à faire en NBA. Et aussi pour Mark Cannon, qu'il a comparé à Dirk Nowitzki. Ouais, incroyable. Ce qui est quand même un compliment plutôt sympathique. Donc ouais, non, bien sûr, Utah, c'est génial de voir ça. Alors c'est une équipe dont on parle peu, évidemment, parce que c'est un tout petit marché, mais quand on parle de reconstruction, ce que fait Utah depuis 1 an et demi, c'est vraiment très très intéressant, et ils sont sympas à regarder jouer. Et il faut vraiment rappeler un truc important, c'est que Will Hardy n'a que 35 ans, c'est le 2e plus jeune coach de la ligue, et on est peut-être à l'orée d'une très très grande carrière, parce qu'il montre vraiment des qualités qui sont impressionnantes. Incroyable. Ouais, deux saisons consécutives depuis sa nomination de toute façon. 2 choses par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, les rotations de Will Hardy sont assez fascinantes. Tu vois bien, et ça les joueurs le disent aussi, que l'allocation des minutes est souvent sur le flow du match. Il a pas une comment dire, une rotation prédéfinie avec des minutes allouées à chaque joueur, et c'est comme ça, et il déroge pas à la règle. Là, en ce moment, c'est John Collins qui est le pivot titulaire, ce qui est un pari, j'ai envie de dire. Colin Sexton, sur ses 10 derniers matchs, il est sur une série impressionnante. Il est en 55, 43, 94, 21 points en moyenne et plus de 5 passes décisives. Il s'est naturellement imposé dans le 5 en cours de saison. Walker Kessler, désormais, sort du banc, alors que tout le monde le voyait comme le digne successeur de Rudy Gobert au poste de pivot titulaire. Et finalement, ça a permis d'équilibrer la seconde unit grâce à sa défense du cercle. Kelly Olynyk, je pense que pareil, il y a beaucoup de joueurs qui le regardent d'un coin de l'œil en se disant on aimerait bien mettre la main sur Kelly Olynyk parce que il a le sens de la passe, il apporte du spacing, il a des qualités qui sont parfaites pour le jeu qui est pratiqué dans la ligue aujourd'hui. Puis après, tu as Keyonte George, Jordan Clarkson qui s'occupe du scoring. D'ailleurs, Clarkson qui a souligné l'importance du spacing dans les nouveaux schémas de jeu mis en place par Will Hardy, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui, dit-il, de trouver leur flow, leur rythme en attaque quelque part. Je suis content aussi de voir Simone Fontecchio trouver sa place dans cet effectif. Il est titulaire désormais sur les derniers matchs, donc c'est cool. J'adore ce joueur. Je trouve que c'est un joueur extrêmement intelligent. Pareil, estampillé joueur européen. Il a fait une mauvaise première saison et je suis content de le voir percer. Très, très franchement. Et pour finir, là, Lauri Markkanen,
la comparaison, la comparaison que Rick Carlisle dont tu as parlé avec Dirk Nowitzki, qui peut sembler exagérée, mais j'ai regardé ses stats justement suite aux déclarations de Rick Carlisle. Je regardais les stats de Lauri Markkanen. Si tu regardes les stats brutes, tu peux dire attends, il inscrit moins de points en moyenne que la saison passée. Ok, mais ces stats-là, ça veut rien dire. Si tu regardes en termes d'efficacité et d'impact sur le terrain, si tu as toutes les stats avancées, Lauri Markkanen n'a jamais été aussi fort de sa carrière. Et pas un peu, hein. Il a vraiment confirmé le passage de palier qu'il a commencé à faire l'an dernier. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce que dit Carlisle, la comparaison qu'il fait, en fait, il n'est pas en train de comparer les chiffres. En fait, il dit, en gros, le cœur même de sa comparaison, c'est de dire, en fait, Markkanen permet à son équipe de jouer d'une manière très atypique, quasiment anachronique par rapport au reste de la ligue, exactement ce que nous permettait de faire Dirk Nowitzki à l'époque. Il est fou, Markkanen. Offensivement, c'est une machine. Il est capable de tout faire. Il est athlétique. Il sait shooter. Et je regardais le match contre Indiana l'autre jour, justement, sans Tyrese, à Liberton, ce qui est toujours un crève-cœur, mais quand je le voyais opposé à Miles Turner, il a eu un 3e carton face à Indiana. Si vous voulez regarder concrètement la progression de Markkanen, vous regardez juste ce 3e carton face à Indiana, où l'écart se creuse. Après, de toute façon, c'est du garbage time. Parce que c'est une volée pas possible qui se prenne Indiana sur le terrain d'Utah. Mais vous regardez Markkanen, la technique dans son jeu, sa façon de se positionner, la façon dont il est utilisé, par les propositions qu'il donne aux meneurs. Je pense à un moment où il est ligne de fond, il part, il voit que Chris Dunn, je crois que c'est Chris Dunn ou Colin Sexton, ne le voit pas, il fait machine arrière plutôt que de pester et de dire ah putain il m'a pas fait la passe. Il prend son défenseur à revers, il revient et là passe lobé dunk. Et j'ai bien aimé, tu vois, j'aime sa mentalité en fait sur le terrain. Et il est impitoyable dans les duels. Dès qu'il peut exploiter un duel, il y va quoi. Il a peur de rien. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison, effectivement. Et effectivement, pour moi, l'aspect mental est hyper important. En fait, je trouve qu'il est bien dans cette équipe aussi parce que cette équipe, elle lui ressemble à ce niveau-là, en fait. Tout à fait. Et ouais, c'est vraiment, en fait, c'est remarquable ce qu'il a réussi à faire, Will Hardy, parce que tu l'as dit, Markkanen, évidemment, il focalise beaucoup la lumière parce que c'est le patron de cette équipe, c'est le meilleur scoreur, c'est tout ça, mais voilà, Clarkson fait énormément de bien en sortie de banc. Sexton, depuis qu'il est dans le 5 de départ, franchement, il est hallucinant. Depuis qu'il est titulaire, il tourne à 22,5 passes, 41% à 3 points. Et faut pas oublier qu'il revient de loin quand même. Il a une blessure importante en 2021 qu'il l'a privé, de quasiment toute une saison. Il a une mentalité de fer, ce mec. Ouais. Incroyable. Tu sais, il me fait un peu penser à, j'allais dire Draymond Green, c'est peut-être pas le mec dont on faut parler aujourd'hui trop souvent. Mais tu sais, il a je trouve qu'il impose une combativité sur le terrain. Et Chris Dunn, il a ça aussi. Le mec, il lâche rien. Mais Chris Dunn, il est hallucinant. Chris Dunn, il est hallucinant. C'est un enfer de jouer contre ces deux mecs-là. En fait, Chris Dunn, typiquement, c'est vraiment le mec qui sait exactement ce qu'il doit faire. En fait, c'est ça qui est extrêmement fort avec cette équipe. C'est que c'est hyper cohérent. Chacun sait quelle est sa place. Tout le monde comprend son rôle. Chris Dunn, en défense, il est hallucinant, tu l'as dit plus tôt, il comprend exactement ce qu'il doit faire pour aider son équipe, il est extrêmement propre. Alors ok, il score peu, mais il fait 6 passes de moyenne, il perd extrêmement peu de ballons, il est très propre. Et pour revenir sur Sexton, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que si Sexton continue à ce rythme, on va pouvoir faire un podcast sur les contrats les plus intéressants de la ligue. Ce mec-là, il touche 17 millions par an. Hein. Grave. Et 2024 et 2025, il touche 18. C'est un contrat, s'il continue sur ce rythme-là, c'est un contrat en or massif. Mais complètement. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Très franchement, je serais... Et on n'a pas parlé aussi d'Abadji. Abadji, je me souviens la première fois qu'il a été transféré dans cette équipe, je ne sais même pas qui c'était. Et ce joueur-là, c'est pareil. Quand il est sur le terrain, il apporte défensivement, en tout cas, il apporte des choses. C'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis son arrivée dans la ligue. Alors, c'est pas un tueur, mais dans le délire collectif de cette équipe, c'est hyper intéressant, je trouve, ce qu'apporte tous ces joueurs, quoi. John Collins, tu sais très bien que j'ai un faible pour John Collins aussi, j'aimais beaucoup quand il était à Atlanta, et je suis content de le voir trouver sa place. Je n'ai pas envie du tout que Utah
mettre les mains dans les discussions de transfert. J'ai envie que ce groupe vive sa belle vie cette saison. J'ai envie de continuer à voir ce club, parce que l'an dernier, franchement, au moment où je commençais un peu à prendre du plaisir à regarder cette équipe, ils ont tout défoncé, et après, ça s'est tellement écroulé. J'ai trouvé ça dommage. Compréhensible, mais dommage. Et j'ai pas envie que ça arrive à ce groupe-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Bah, écoute, en tout cas, nous, forcément, on Ça me regarde gonfle. on regarde un peu les rumeurs et les infos trade, et c'est vrai que pour le moment, moi, j'ai quand même pas l'impression que ça fourmille de rumeurs du côté du Jazz, hein. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont décidés à pas trop bouger. Bah, on peut terminer là-dessus. Lauri Markkanen, c'est peut-être le nom qu'on a le plus entendu, en se disant, ouais, Lauri Markkanen, peut-être que ça serait pas con de l'échanger, parce que Lauri Markkanen, il est contrat expirant la saison prochaine. 18 millions. Donc il va falloir à un moment renégocier cette histoire. C'est quoi Lauri Markkanen? Est-ce que c'est ton franchise player ou pas? À Utah, j'ai envie de dire qu'il l'est. Là, il est en train de prouver qu'il peut tout à fait être ce joueur. Ouais. S'il va ailleurs, il a 26 ans, hein, Lauri Markkanen, je crois qu'il aura 27 ans cette année, je sais plus, oui, je crois. Bref, en mai, je crois. Je sais pas comment. Parce que c'est un vrai pari, ça reste un pari, tu vois. J'encense Markkanen et je comprends Enfin, quand t'as Rick Carlisle qui fait un compliment comme ça, j'ai tendance à écouter Rick Carlisle, tu vois. Je pense que ce mec-là connaît 10 000 fois plus le basket que moi, clairement. Donc je me tais et j'écoute humblement. Mais il y a une vraie décision à prendre côté Utah. Est-ce que tu mets Markkanen en tête de gondole, quoi? Bah écoute, Wojnarowski en a parlé très récemment, je me demande même si c'était pas aujourd'hui, parce que j'ai vu passer ça tout à l'heure, et il a dit que pour Utah, c'était hors de question en tout cas de trader actuellement Lauri Markkanen, et qu'au contraire, il comptait construire le roster autour de lui. Alors évidemment, si demain il y a une équipe qui vient avec un package hallucinant et qui propose monts et merveilles pour Lauri Markkanen, ils y réfléchiront sûrement à deux fois. Mais pour le moment, ça ne semble pas du tout être d'actualité. Je croise les doigts. Franchement, je vais t'envoyer un message. Non, je vais pas t'appeler. Non. Je vais t'envoyer un message à la fin de la date limite des transferts. Là, c'est quoi? La date limite des transferts, c'est le 8 février. Ouais. Je vais t'envoyer un message si cette équipe reste en place. Je t'enverrai un message pour te hurler ma joie au visage. Ouais, et puis on fera le bilan de voir à quelle place ils terminent à la fin de la saison, parce qu'ils sont vraiment ils sont sur une dynamique qui est hallucinante, vraiment. Vraiment, vraiment. Et c'est aussi pour ça, tu vois, la semaine dernière, on a parlé des Warriors et des Lakers, et moi, à la fin, je t'ai dit que j'étais un peu inquiet pour les Warriors, et c'est aussi parce qu'on voit en parallèle de la chute d'une équipe comme Golden State, la montée en puissance d'une équipe comme Utah, et aujourd'hui, ils sont devant les Lakers. Ils ont passé les Rockets qui sont partis hors play-in. Tout à fait. Phoenix qui reprend un peu des couleurs, tu vois, on a été... Ils ont intérêt à reprendre des couleurs, parce qu'ils poussent derrière. Hein. Ouais, complètement, ouais. Bah oui, ils sont à un match derrière, là, pour l'instant. On est à la mi-saison, hein, les amis. On est à la mi-saison. Ouais, ça passe vite. Ouais. Ça va aller très vite. Et il n'y a plus beaucoup de temps pour se faire les armes et bâtir de l'expérience collective en vue des playoffs. Donc ou pour tout changer, pour les équipes qui ne vont pas bien. bien. Ouais, on n'a pas fini de parler de tout ça. D'ailleurs, écoute, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Écoute, avec plaisir. Hein, pour ça. Peut-être avec un autre invité. C'est pas complètement exclu. On aura peut-être un petit invité surprise. On vous dit rien et puis vous aurez le plaisir de le découvrir éventuellement. Ouais, parce qu'il reste au moins 3 podcasts avant la trade deadline, quoi. Ouais, on a de quoi parler. Tout à fait. Donc Charlie, merci de m'avoir accompagné. Comme toujours, un plaisir. C'était pareil, un plaisir. Et puis viva Indiana. Ah ouais, alors là... on va kiffer. J'ai hâte, j'espère qu'on va pas être déçus. Ah, tu m'étonnes. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Et à la semaine prochaine. Ah, ciao, bye bye.